Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le maréchal du Tchad Zébitno, président de la République, Aregaï N'Djamena, cet après-midi rentre de Brazzaville au Congo où il assistait à la célébration officielle du 80e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940. Le maréchal du Tchad a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Azépem Debeu, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil. Ouverture ce matin à Brazzaville au Congo des travaux du colloque international relatif à l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle aux Français et les alliés coloniaux face à l'occupation nazie. Ibrahim Adamamat. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, y sépare notamment le président Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de la RCA et bien évidemment Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pays hôte, était présent ce mardi matin au palais des congrès de la capitale congolaise pour commémorer les 80 ans du manifeste de Brazzaville. C'est de cette ville que le 26 octobre 1940, le général de Gaulle créera le Conseil de défense de l'Empire, premier organe du gouvernement de la France libre. Et c'est de là que débuta la longue marche pour la libération de la France. À Brazzaville, outre la présence de chefs d'État précités, il y avait eu la présence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, du chef du gouvernement camerounais, de la première ministre du Gabon, ainsi que d'autres sommités étrangères et congolaises. Brazzaville est fier et honoré d'accueillir cet important événement, situera le maire de l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, pour planter le décor de cette cérémonie qui revisite une page essentielle de l'histoire commune entre la France et ses ex-colonies de cette partie de l'Afrique. Plusieurs autres allocutions ont marqué cette cérémonie d'ouverture de ce colloque international présenté sous le thème « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique ». Tous ont salué le leadership, le courage et les symboles de résistance qu'incarnait le général de Gaulle et la participation des troupes du Tchad, de la RCA, du Cameroun, du Congo et du Gabon à la libération de la France des griffes nazies. Pour Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'OIF, ce colloque de Brazzaville est au cœur d'une histoire qui n'est pas souvent racontée. 80 ans après, il faut remédier à cet oubli, lance en écho le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le président Antoine Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra évoquent une histoire commune, une mémoire partagée et un destin commun qui perpétue le fort lien entre la France et ses ex-colonies. Très applaudi, le maréchal du Tchad a salué l'organisation de cet événement de grande portée et a rappelé la nécessité pour la France de construire une stèle pour immortaliser l'acte exemplaire de solidarité humaine posé par les Africains. Pour le président de la République, Idriss Déby Itno, la justice et la vérité, c'est aussi une exigence de mémoire partagée. En lançant les travaux du colloque international de Brazzaville, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, note qu'il est temps de réparer le tort fait à l'Afrique. Grande oubliée de commémoration des événements liés à la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique doit être entendue et non marginalisée. Il plaide pour une Afrique membre à part entière du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de vote. Nous sommes fiers de notre passé des nations dignes, conclut-il son discours, lançant officiellement les travaux du colloque international de Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Lors de l'ouverture des travaux ce matin à Brazzaville au Congo, des travaux du colloque international relatif à l'appel du 18 juin 1940, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a prononcé un discours. Dans son intervention, Idriss Déby Itno a salué la mémoire de ceux qui ont libéré la France et du général de Gaulle. Suivez. En commémorant cet événement de considérable portée, nous célébrons une histoire partagée. C'est pourquoi je ne peux rendre hommage aux Africains pour leur sublime épopée
sans saluer la mémoire de cet homme qui a su poser à Brazzaville en 1940, au-delà des controverses historiques, les prémices de la décolonisation. En plus, bien plus, il a su tracer les sillons d'une coopération dynamique entre les pays de l'Afrique francophone et la France. Il veut bien sûr nommer le général de Gaulle. Cette histoire commune qui nous rassemble aujourd'hui dans cette cité que de Gaulle lui-même appelait à juste raison le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France, doit éveiller ce sentiment que le destin de la France et des pays d'Afrique francophone est intimement lié. Cette communauté de destin ne doit ni s'éroder, ni perdre son sucre. Sa sève, qui se régénère sans cesse, doit continuer à nourrir les relations entre nos deux parties. La route des temps nouveaux, pour reprendre encore le propos du général de Gaulle, doit toujours être rectiligne et nous n'avons aucunement le droit de réorienter la trajectoire. La route des temps nouveaux, ce sont les acquis de cette indépendance que l'on doit jalousement préserver, car c'est bien l'indépendance qui a fait éclore les génies de nos peuples et libérer leurs forces émancipatrices. La route des temps nouveaux, c'est la paix, la sécurité et la stabilité qui doivent être nos préoccupations de tous les instants, car ce sont ces valeurs qui conditionnent le développement économique et la prospérité sociale. Distingués invités, mesdames et messieurs, en parlant de sécurité et de stabilité, je voudrais insister sur la question du terrorisme, qui est l'expression la plus achevée de l'obscurantisme. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans de nombreux pays d'Afrique francophone, notamment le Sahel, plus que jamais préoccupante. L'insécurité et l'instabilité duent essentiellement à la persistance des attaques terroristes ne cesse de prendre de l'ampleur jusqu'à là insoupçonnée. Mener une lutte contre le terrorisme dans cette vaste étendue du Sahel est un défi majeur à relever. Il est donc urgent de mettre l'accent sur une conjugaison d'efforts et de moyens entre nos États et la France, en intégrant les variables liées à nos avantages comparatifs. C'était le 18 juin 1940, depuis son exil de Londres, que le général de Gaulle a adressé un message aux Français et à la colonie de la France libre, à la résistance pour la libération de son pays occupé par le nazi. 80 ans passés, quel est le rôle joué par le Tchad? Amadé Abbas revient sur cet appel du général de Gaulle. Le Tchad et la France ont un destin commun. La coopération militaire entre les deux États est fondée sur des bases solides
et non un incident de l'histoire. Il y a exactement 80 ans que la France est libérée de l'occupation nazie. Cette liberté, l'ancienne métropole la doit en grande partie aux guerriers tchadiens et à d'autres des ex-colonies africaines et territoires sous tutelle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour revivre cette époque, il est important de remonter dans l'histoire. En effet, le 18 juin 1940, depuis son refuge de Londres, plus précisément dans cette petite maison offerte par le Premier ministre britannique Winston Churchill, le général de Gaulle appelle les Français à la résistance face aux nazis. Et c'était sur les antennes de la BBC que le général de Gaulle lançait ses messages, et je cite, « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Fin de citation. À travers ce message, le général de Gaulle suscite l'espoir et invite ses compatriotes et les alliés coloniaux à les rejoindre pour la libération de son pays. Parmi les pays de l'Afrique équatoriale française, le Tchad est le premier pays africain à répondre favorablement à l'appel du général de Gaulle. Et c'est à partir de Fort-Lamy, actuel N'Djamena, que le premier régiment militaire, armes et bagages à la main, est parti rejoindre le général Leclerc à Brazzaville. Le Tchad est incontestablement le tout premier pays de l'Afrique noire à avoir rallié la France libre du général Charles de Gaulle. Attaché à ces relations séculaires, 80 ans après la libération de la France, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, est aussi le premier chef d'État africain à poser ses valises à Brazzaville, comme l'ont fait ses prédécesseurs pour la célébration de cette date historique. Fort de ces liens, à l'époque, le général de Gaulle s'est félicité de la décision courageuse du gouverneur Félix Éboué et du commandant Marchand qui ont fait le bon choix de rallier le Tchad à la France libre. Célébré chaque année, l'appel du 18 juin est devenu le symbole de la lutte menée par des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que la France devienne aujourd'hui un pays libre et démocratique. Lors du séjour du chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno à Brazzaville, dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à la libération de la France, il a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo. Au centre des échanges, la coopération tchado-française. Ibrahim Adamamat. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est à Brazzaville pour représenter le président Macron au colloque international de Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique qui marque le 80e anniversaire de l'appel de Brazzaville. Il a sollicité une audience auprès du maréchal du Tchad dont le pays a joué un rôle capital pour ce qui est convenu d'appeler la solidarité africaine pour libérer la France du joug du nazisme. Un entretien de plus de 45 minutes a permis aux deux personnalités d'évoquer non seulement cette page d'histoire, nombril des liens séculaires entre l'Afrique et la France, mais aussi l'excellence de relations de coopération entre Paris et N'Djamena. L'agenda du chef de l'État est toujours aussi chargé cet après-midi du lundi 26 octobre 2020 à Brazzaville. Après le ministre français des Affaires étrangères, c'est au tour de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la rwandaise Louise Mouchikiwabo, d'être reçue par le maréchal du Tchad. Comme la précédente audience, celle-ci s'est déroulée en présence du directeur des cabinets civils adjoint du maréchal du Tchad, Abdelkerim Idriss Déby, et du conseiller diplomatique Cheikh Ibn Oumar. L'OIF et le Tchad, c'est une longue histoire fixée sur un solide piédestal de relations de coopération tous azimuts. Pendant plus d'une heure, les discussions ont porté sur le raffermissement de cette relation et les préoccupations partagées. Revenons ici en N'Djamena, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzeton Debeu, a reçu cet après-midi les partenaires sociaux. Les discussions ont porté sur les 2 points de revendication de la plateforme syndicale revendicative. Il s'agit de la levée du gel des effets financiers, des avancements et le paiement de frais de transport de 2016, 2019 et 2020. Le point avec Nassou Mekiti. D'entrée de jeu, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe,
a tenu à placer le Soleil dans son orbite en précisant que cette réunion gouvernement partenaires sociaux était prévue pour le lundi 26 octobre. Mais à cause des contraintes des agendas, elle n'a pas pu avoir lieu. La grève de la plateforme syndicale intervenue ce 27 octobre n'est que pure coïncidence. Kalzebe Pahimi Debe de poursuivre son argumentaire en déclarant que le protocole d'accord signé le 9 janvier 2020 entre le gouvernement et les organisations syndicales ne donne pas la latitude d'aller en grève jusqu'à la signature du pacte social. Abordant les 2 points ayant conduit à la grève, le ministre d'État a brandi un courrier instruisant le ministre des Finances de procéder au paiement des frais de transport au plus tard fin décembre 2020. Selon lui, la grève n'a pas sa raison d'être car le dialogue n'est pas rompu et tous les points de revendication sont sur le point d'être satisfaits. S'agissant justement de la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements, syndicats et gouvernements sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, ont trouvé un compromis. Les dossiers des avancements et reclassements seront traités respectivement par les ministères utilisateurs, le ministère de la fonction publique, avant transmission à celui des finances. Un comité gouvernement-syndicat sera mis en place pour traiter les 60 000 dossiers des agents de l'État devant bénéficier des effets financiers des avancements et reclassements. Mohamed Nasraddin Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme syndicale revendicative, Brahim Ben Saïd de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, Mohamed Tahir Hassan Gouchilay, président de la Confédération syndicale du Tchad, CST, et Younous Mahajir, ont à l'unanimité salué et reconnu les efforts déployés par le gouvernement tout en regrettant la non-exécution de 2 points depuis 10 mois. Très positif, le facilitateur Ali Abbas Sechi demande aux 2 parties de garder espoir et de privilégier le dialogue. Ne périclitons pas, fin décembre n'est pas loin. Gardons l'ambiance qui a prévalu tout au long des négociations ayant abouti à la signature de l'accord dont la quasi-totalité des points sont satisfaits. Les partenaires sociaux ont promis rendre compte à la base avant toute levée de la grève. Le président du Conseil économique, social et culturel a fait un point de presse ce matin, un point de presse relatif au rôle et missions que joue l'entité qu'il dirige, mais aussi son importance dans le développement socio-économique et culturel du pays. Suivez. Le Conseil économique du Tchad a été ratifié en date du 4 mai 2006 comme Conseil économique, social et culturel du Tchad. Il est un conseil consultatif de la République. Son rôle consiste à donner des avis à nos dirigeants et à l'Assemblée nationale pour valider certaines lois au bénéfice, bien entendu, de la population tchadienne. La République du Tchad, avec la tenue du forum antérieur de 2018, créant la 4e République, le Conseil économique et social du Tchad a vu ses capacités renforcées dans toutes leurs formes. On lui a ajouté non seulement le Conseil économique, social et culturel, même environnemental et recherche scientifique. C'est dire, c'est un laboratoire d'idées, c'est un laboratoire de réflexion. Et toutes les personnalités que vous voyez parmi nous, ce sont des personnalités choisies. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamazen, s'est rendu ce matin à la radio nationale tchadienne où il a eu à tenir une rencontre. Objectif, prendre contact et échanger de vive voix avec la nouvelle équipe de la Direction générale de l'Office national des médias de l'audiovisuel. Apolline Gani.
Le gouvernement du Tchad, qui place la communication parmi ses priorités, fait de ce secteur un levier du développement du pays. C'est dans cette logique que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadzen, s'est déplacé pour rencontrer la nouvelle équipe de la Direction générale de l'Office national des médias audiovisuels afin d'échanger sur les nouvelles ambitions afin que cette institution réponde aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Pour le ministre, le choix porté sur les membres de cette nouvelle équipe n'est pas un fait du hasard. Je note avec satisfaction que cette équipe, déjà bien soudée tout au début, a une vision assez claire dans ce qu'il y a lieu de faire pour remettre l'ONAMA avec l'ensemble de son personnel au travail et atteindre les objectifs fixés à cet office. Donc l'État a injecté depuis sa création jusqu'à la montée sur satellite de notre télévision des centaines de milliards de nos francs et malheureusement les prestations de cet office n'ont pas été à la hauteur des attentes et du public et des plus hautes autorités de notre pays. Et j'ai noté qu'il y a une convergence de vues et les modalités pratiques de mise en œuvre des priorités retenues aussi bien par le ministère que par l'ONAMA sont presque identiques. Pour l'ambassadeur Chérif Mamadzen, les défis qui attendent la nouvelle équipe sont nombreux. Il y a certainement le problème des grilles de programmes, le problème de la gestion donc, du personnel, surtout la gestion rationnelle du personnel. Il faut absolument une restructuration de ce personnel pour permettre à ceux qui savent faire quelque chose dans leur domaine, donc d'apporter leur contribution. Il y a la gestion des ressources financières et matérielles mises à la disposition de l'ONAMA. Il y a la question certainement de la prise en main du nouveau siège dont l'inauguration est prévue avant la fin de l'année. J'ai effectivement informé la nouvelle équipe que l'inauguration du nouveau siège de l'ONAMA avant la fin de l'année est un impératif non négociable. Dans la même veine, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, invite l'ensemble des responsables de l'ONAMA au respect de la hiérarchie, à la gestion rationnelle et transparente des ressources de l'institution, tout en comptant sur la détermination, la loyauté, le dévouement, le sens de collaboration. Le chef du département de la communication n'a pas manqué de réitérer sa disponibilité d'écoute et de dialogue pour l'atteinte des objectifs fixés. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ahmad Mohamed Bachir, a lancé ce matin le projet d'assistance aux familles d'éleveurs confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie du Covid-19. Ce projet initié par la Confédération des organisations professionnelles de pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad, financé par la coopération suisse, vise à atténuer les impacts cumulés de la soudure pastorale. Garcetier. Atténuer les impacts cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie liée au coronavirus sur les conditions de vie. Tel est l'objectif assigné au projet d'assistance aux familles d'éleveurs confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie du Covid-19, lancé officiellement par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ahmad Mohamed Bachir. Projet initié par la COPAFIB Tchad, Fédération des organisations professionnelles des pasteurs, des acteurs de la filière bétail au Tchad. Il vise à accompagner les pasteurs et agropasteurs par des appuis directs tels que les céréales, les kits sanitaires, des campagnes de sensibilisation, ainsi que des fiches pédagogiques consacrées aux précautions à prendre pour éviter la contagion. Le président de la COPAFIB Tchad, Dr Ahmad Abdul Fatih Ousmane, dans son mot de bienvenue, a salué l'appui multiforme des partenaires. De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a mis l'accent sur la conjugaison des efforts. La mobilité du bétail est indispensable compte tenu de l'existence de vastes zones arides et semi-arides qui sont caractérisées par la faiblesse et la variabilité spatio-temporelle des populations.
des précipitations. Cette pratique permet à l'élevage pastoral de tirer profit des différents écosystèmes existants, de s'adapter au changement climatique et d'ajuster les besoins alimentaires des animaux avec la disponibilité fourragère. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmad Mohamed Bachir, a apprécié les efforts consentis en faveur des pasteurs et agro-pasteurs des zones ciblées. À quelques heures de la tenue du deuxième forum national inclusif, quelques personnalités ont exprimé leur point de vue. Il s'agit de Roumadou Ngara, Félix Nialbé, chef de file de l'opposition, et Maria Moumano, présidente du Conseil national des femmes leaders qu'on a pas suivi. Les attentes de l'opposition sont nombreuses. Il y a la suppression de la primature. C'est ce qui alourdit effectivement l'administration. Il faudrait bien que la Constitution nettoie ça. Le problème de la Cour de compte, qui est une exigence de la CEMAC dont nous faisons partie, et même le Conseil constitutionnel qui est aujourd'hui devenu une chambre de la Cour suprême, il faudrait bien en parler parce que c'est le Conseil constitutionnel qui est le juge électoral. Le problème des drapeaux qui circulent, non. Le drapeau du Tchad n'a rien fait aux Tchadiens. Aujourd'hui, les jeunes Tchadiens sont séparés. Ceux qui étudient l'arabe sont séparés de ceux qui étudient en français. Vous savez, il sera difficile de les mettre ensemble au moment venu. Mais autour du drapeau, autour de l'hymne national, ils restent unis. Mais dès lors que nous annulons ces aspects, nous confirmons la désunion des jeunes Tchadiens. Nous savons que le but de ce forum national inclusif, c'est de renforcer la démocratie, moderniser nos institutions et surtout consolider la paix et la stabilité dans notre pays. Donc nous attendons beaucoup de ce forum, de façon générale pour les pays, dans le cadre de la modernisation donc, de toutes ces institutions, d'évaluer ce qui a été arrêté lors du premier forum, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de proposer des ajustements nécessaires. Et en ce qui concerne les femmes, nous souhaitons vraiment que des mesures concrètes soient prises pour asseoir vraiment la promotion de la femme sur de bonnes bases. Nous souhaitons quand même qu'il y ait de nombreuses femmes élues au niveau du Parlement, donc pour pouvoir s'épanouir et apporter une contribution significative à l'édification d'une société où il fait bon vivre. Le deuxième forum national inclusif adopte une résolution relative à l'institutionnalisation du CONAF comme une grande institution de la République. Restons toujours dans le cadre de la tenue du deuxième forum national inclusif. À 2 jours du lancement officiel de travaux, le palais du 15 janvier qui abritera les assises change de décor. Notre reporter Omar Ibrahim a fait un tour ce matin, son reportage. À 48 heures de l'ouverture officielle des travaux du deuxième forum national inclusif, placé sous le haut patronage du marshal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, la salle des travaux et tous les dispositifs sont abrités, Covid-19 oblige. Le forum se tient effectivement le 29 octobre et comme vous l'avez vu, là où il y a les papiers verts, c'est là où les gens peuvent s'asseoir, tout en respectant la distanciation sociale et aussi le port de cache-nez sera obligatoire pour tous les participants. Et même à l'entrée, vous avez vu le dispositif du prestataire. Tout le monde doit passer pour être désinfecté avant de prendre part à ce forum-là. Et on a même souligné, celui qui aura une température supérieure à 38 degrés sera automatiquement soumis au test de Covid-19. Les sous-comités hygiène et santé du forum, sous la supervision de la présidente du comité d'organisation, a mis également les bouchées doubles. Au niveau du comité d'organisation, les sous-comités également sont déjà en train de travailler d'arrache-pied et nous tenons vraiment à ce que cette date du 29 puisse être respectée. En raison de la pandémie de Covid-19, les travaux du deuxième forum national inclusif verront la participation d'un nombre réduit de parties prenantes.
Et puis cette information bref et image du programme national de lutte contre le paludisme des cancers avec le ministère de la Santé publique a offert de moustiquaires aux sinistrés des inondations. Ces moustiquaires ont été remis aux autorités communales des 10 arrondissements de la capitale. Chaque commune bénéficie 1000 moustiquaires imprégnés. En remettant ce don aux autorités communales, le coordonnateur du programme, Mohamed Saleh Issa Radia, recommande une gestion efficiente de ces moustiquaires mis à la disposition des sinistrés. Prélude à la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatri Issa, a fait une déclaration cet après-midi. Il appelle les fidèles musulmans à célébrer la fête avec leur famille. Il n'y aura pas de célébration populaire pour cause de Covid-19. Suivez un extrait de sa déclaration traduite ici par notre reporter Ousmane Glistakou. Après 2 mois du début de l'année de l'hégire 1442, nous sommes voilà arrivés au mois de Muharram, qui correspond à la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Par la naissance du prophète Mohammed, le monde est sorti de l'obscurité vers la lumière. La célébration de la naissance du prophète Mohammed coïncide cette année avec la pandémie de Covid-19. Face à cette pandémie, la célébration populaire est interdite pour préserver la santé de nos concitoyens. Chaque famille musulmane doit rester chez elle pour célébrer l'événement. Par cette occasion, nous demandons à nos représentants dans les provinces, aux oulémas et aux mémorisateurs du Saint-Coran d'implorer le Tout-Puissant pour qu'il nous accorde la paix et la cohabitation pacifique. Enfin, nous implorons Dieu pour qu'il aide le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, pour un Tchad développé et prospère. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie de ce 27 octobre 2020? Sur 450 échantillons analysés, 19 cas confirmés, 3 mois Inchari, 12 mois KBS, 12 contacts de précédents cas et 4 en Djamena. 13 guéris, portant le total à 1290, 0 décès total de C, 96, 74 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières à la signature. Professeur Choua Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, c'est de fermer cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.